Bonsoir à toutes et tous. Merci tout d'abord d'être présents pour cette conférence un peu plus intimiste, mais vous allez voir, ça sera d'autant plus agréable, euh, du cycle Résilience qui nous a été proposé par le collectif Les Profit, qui nous donne cette conférence donc ce soir. Ils ont proposé ce thème car il a une dimension extrêmement contemporaine et urgente face aux enjeux auxquels l'architecture, le paysage et l'urbanisme font face aujourd'hui. Et il y a une dimension extrêmement intéressante à ce collectif qui combine donc les trois disciplines qui sont elles-mêmes enseignées au sein de notre école. Et pour certains, donc Damien Grava et Véronique Skorypinski sont donc membres de ce collectif. Véronique est issue et diplômée donc en 2006-2007 de cette même école. Et Damien fait lui aussi partie du collectif. Donc c'est un peu une mise en perspective d'une forme de ce qui est possible de faire en prolongement de vos études. C'est-à-dire que on essaie de vous enseigner de la manière la plus transversale possible ces trois disciplines. Et donc ce collectif, au travers de cette pluridisciplinarité, aborde donc des thématiques, notamment celle de la résilience, à travers leur travail qu'ils vont nous présenter. Bonsoir à tous. Du coup, moi, je suis Damien, ici Véro. On va vous faire une petite conférence sur le thème du territoire en commun. Vous verrez, c'est un peu les communs, c'est un peu ce qui c'est notre fil conducteur au fil des années de pratique. On va vous présenter un peu notre collectif, comment on fonctionne, parce que c'est lui aussi un commun. Et, euh, et ensuite, on va vous présenter quelques projets à différentes échelles. Euh, voilà. Vous n'hésitez pas à poser des questions pendant nos interventions si vous avez des questions. On n'est pas obligé de faire le cours magistral. Voilà. Alors, oui, euh, donc le collectif Laissa Profit, je ne sais pas si vous le connaissez, on est installé à Elem et on a créé ce collectif en 2007 à Roubaix, à la Condition publique. Je le cite parce qu'en en fait, c'est un lieu et un moment assez intéressant dans la vie de notre métropole. On a eu l'occasion de profiter de cet espace en ébullition au moment de la création des Maisons Folies et de voilà, l'avènement de la condition publique, le passage de Patrick Bouchelin, enfin voilà, on a quand même vécu des moments de transformation assez fortes du territoire qui ont aussi inspiré le démarrage de notre activité et qui continuent à influencer notre manière de travailler aujourd'hui. Donc voilà, 2007, alors on a parlé de à l'introduction de cette multidisciplinarité, c'est quelque chose auquel on tient beaucoup et qui parfois nous plonge un petit peu dans une forme de gouffre parce que quand on mélange les pratiques au point auquel on le fait, on peut parfois ne plus savoir très bien si on est architecte, paysagiste, urbaniste ou voilà, on a vraiment dans une pratique, on a essayé d'être le plus possible dans le dialogue dans notre équipe au moment où on a créé le collectif, de partager nos connaissances et nos compétences et donc de les hybrider, les mixer pour avoir des projets qui puissent aussi être multidisciplinaire dans la question de l'aménagement du territoire. Et je voulais rajouter, quand on s'est créé, donc on était tous jeunes diplômés, voire jeunes professionnels. On travaillait tous un peu avant. Et on s'est regroupé avec enfin, un double désir. Il y avait la volonté de sortir du bureau, sortir d'AutoCAD, sortir du dessin et être sur le terrain pour faire du chantier, mettre la main à la pâte, construire avec nos mains, et aussi être au contact des usagers pour lesquels on fabriquait ces aménagements. On était un peu hors sol. En tout cas, on trouvait qu'on était un peu hors sol dans notre pratique de travail. Et du coup, une des volontés qu'on a eues quand on a créé les Saprofit, c'était de se rapprocher des usagers et de travailler avec ces gens-là, et notamment au travers du chantier,
qui a été pour nous un fort moyen de rencontrer les gens et de déhiérarchiser un peu les rapports qu'on pouvait avoir entre les architectes et les usagers, et un peu démystifier un peu cette posture-là d'architecte sachant, etc. Et du coup, de se dire, bah, nous aussi, on est sur le chantier, on ne sait pas bien faire, qui est-ce qui sait mieux faire que nous? Et du coup, on s'est retrouvé à être moins sachant que certains, et du coup, ça a démystifié pas mal cette notion-là d'architecte, que nous, on était des jeunes architectes, qu'on avait un peu du mal à assumer en même temps. Et du coup, ça, c'était un moyen d'un peu assumer un peu plus ce métier-là, en tout cas Puis à l'époque, quoi. de grandir en compétences parce en faisant de nos mains, on a aussi appris beaucoup en construction, en termes d'aménagement paysager. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, dans notre équipe, Robin Laloy nous a rejoints. Il a suivi un cursus de paysagiste ici à l'école d'archi, mais auparavant, il a travaillé en aménagement paysager, donc il a des grosses compétences aussi techniques. Et ça nous intéresse aussi de pouvoir essayer de croiser vraiment une pratique du terrain, une technicité, avec une dimension plus conceptuelle lors de la conception de projet. Voilà, donc voilà ici un petit schéma qui représente bien un petit peu aujourd'hui la variété de nos métiers finalement, puisque ce couteau suisse essaye de symboliser l'ensemble des missions pour lesquelles on travaille aujourd'hui. Il y a des études, de l'AMO, des chantiers participatifs, des projets plus artistiques autour de la mise en récit, un travail de graphisme, de la scénographie, des installations, la maîtrise d'œuvre. Bref, on essaye de toucher à tout et c'est vrai que c'est un plaisir renouvelé parce qu'on est tout le temps aussi en ébullition et on continue tout le temps à expérimenter, à chercher, à découvrir de nouvelles manières de faire. Et ça, c'est vrai que c'est chouette de pouvoir croiser ces différentes typologies de projets qui viennent s'enrichir les unes les autres et apporter du contenu pour l'ensemble des actions. Alors, on a parlé tout à l'heure de la gouvernance des SAPROFIT. Alors, je vais peut-être d'abord vous montrer ce petit schéma avant juste, qui me paraît peut-être plus intéressant de montrer maintenant. Ici, un petit chemin qui représente les étapes d'une méthodologie de projet qu'on a consolidée au fil du temps et qu'on applique en particulier aux projets qu'on appelle des processus longs, quand on a un travail un engagement sur un territoire sur le long terme. Et donc cette méthode de travail, elle s'est développée de façon très empirique. C'est sur le terrain qu'on l'a imaginée et développée. Donc un premier temps qui est un temps d'immersion avec de l'arpentage et vraiment un gros temps de rencontres, de découverte, d'interviews, de recensement des ressources locales, qu'elles soient matérielles ou humaines. Un temps d'expérimentation qui peut se faire in situ ou par le biais d'autres projets qui peuvent être connexes et qui peuvent venir enrichir la démarche. Le travail de co-conception qu'on aime mener quand c'est possible avec les acteurs locaux. Le chantier participatif et en fin de processus, on va être sur des temps de transmission et de célébration aussi qui nous paraissent essentiels quand on a une démarche humaine et au contact avec les habitants. Ce temps de célébration nous paraît indispensable. Voilà. Peut-être vous présenter maintenant l'écosystème des SAPROFIT, et c'est donc là qu'on a cette notion de commun qui Alors, se développe un petit quand peu on s'est plus. monté, on a commencé par une association parce que ça nous paraissait plus simple de monter une asso. On n'allait pas monter une agence, ça n'avait pas de sens pour nous de directement plonger dans l'industrie du bâtiment. On avait le sentiment qu'on allait se faire manger tout cru par les appels d'offres, etc. Et donc, du coup, on a monté une asso qui était une structure plus souple et on a plus pris une posture plus artistique qu'architecte ou paysagiste. Et donc, on travaillait plutôt avec des centres culturels, des centres sociaux. Petit aparté, en fait, on s'appelle les SAPROFIT. Les SAPROFIT, c'est les organismes qui poussent sur la matière en décomposition, dont les champignons. Et en fait, un de nos premiers projets qu'on a fait, qui se passait dans le quartier de l'Alma à Roubaix, quartier de l'Alma qui aujourd'hui est en voie de destruction, alors qu'il y a une histoire
urbaine hyper importante dans les années 80 où il y a eu le premier atelier populaire d'urbanisme, où il y a eu des luttes urbaines pour éviter de détruire le quartier déjà dans les années 80. Et il y a eu un vrai projet d'architecture participative qui n'a pas abouti pour des raisons politiciennes et qui du coup a périclité dans les années 80, 90 et 2000 et qui aujourd'hui est en voie de destruction. Donc je vous invite à aller voir et à lutter contre ces destructions. Bref. Et donc, dans ce quartier-là, donc, il avait été résidentialisé à l'époque. Et donc, avec le centre social, on avait occupé un espace, une cour qui avait été abandonnée, qui servait de décharge un peu. Et donc, avec le centre social, on a travaillé avec les jeunes sur le réaménagement de la cour. On a construit une serre à l'intérieur. On a fait pousser des champignons. Donc là, c'était des pleurotes, hein, c'était pas des. Bref. Et on a fait un repas de quartier avec ces champignons-là qui ont poussé. Et on a aussi fait des conserves, des champignons séchés qu'on a vendus pour pouvoir financer le projet, etc. L'idée, c'était de montrer que d'un espace vacant, on pouvait, on pouvait faire un pas de côté et imaginer un autre type d'usage sur ces espaces-là. Un des problèmes du quartier de l'Alma, mais comme beaucoup de quartiers un peu partout, c'était leur monofonctionnalité. C'était genre du quartier de logement et à peu près c'est tout. Il y avait la grande rue où il y avait des commerces, mais voilà, c'est à peu près tout. Et donc là, l'idée, c'était de remettre de la production en ville et notamment par le biais de ces espaces vacants. Et voilà, du coup, l'idée, c'était de montrer qu'un espace vacant, on pouvait créer une autre fonction productive qui créait et du lien et de l'économie. Bref. Ouais. Et donc, du coup, en 2017, donc 10 ans plus tard, on a bien expérimenté, fait plein de projets. On s'est dit, bon, bah, maintenant, on peut monter une coopérative, on peut répondre à des projets de maîtrise d'œuvre, donc répondre à des appels d'offres, en se disant qu'on avait assez de bagages pour pouvoir défendre des idées dans le cadre de projets plus conventionnels. Et donc, on a créé une coopérative. Donc, une SCOP, c'est une coopérative, donc c'est une entreprise qui appartient à ses salariés mais qui permettent de répondre à des projets conventionnels. Enfin, quand je dis conventionnels, les projets de maîtrise d'œuvre où on signe avec notre petite signature d'architecte, ce qu'on n'a pas le droit de faire en tant qu'association. Et, et donc, du En coup, parallèle, voilà. oui. En Et parallèle, voilà. l'association a continué à tourner. On a recréé une deuxième association pour garder cette dynamique hyper stimulante de contact avec des bénévoles, voilà, d'effervescence et d'engagement dans des projets plus de l'ordre de la recherche. Et donc, on a cette zone de rencontre, ces échanges entre cette coopérative et l'association qui nous permettent aussi de réfléchir autrement les projets, d'apporter des ressources différentes aussi et de réfléchir une coopération entre deux structures qui ont des dynamiques, des fonctionnements structurels et économiques très différents, puisque l'association, il n'y a pas de salariés. Donc, c'est un collectif de bénévoles qui se structure autour d'un collège et de différents groupes de travail thématiques par rapport au sujet de réflexion de notre structure. Voilà. Un peu sur ce voilà, donc peut-être qu'on peut passer sur, la présentation plus générale. Ouais, vas-y, passe si tu veux. Ouais, donc du coup, on s'inscrit quand même, on s'inscrit quand même dans une histoire, dans plein de références qui nous ont nourris et qui nous nourrissent encore autour de tous les mouvements des architectes dans les années 70, les mouvements des ZAD. Il y a le Familistère de Guise, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est une expérience urbaine assez inspirante. Enfin voilà, on s'inscrit dans toute cette démarche-là qui essaie de reposer l'architecture comme un art politique, comme un acte politique. Et nous, on revendique notre posture d'architecte, pas comme répondant à une commande de manière basique, mais qui peut avoir aussi un point de vue politique sur la commande et qui peut refuser ou pas de répondre à la commande. Nous, on passe énormément de temps à lire les appels d'offres et dire oui, celui-là, on va le faire, et non, celui-là, on ne veut pas le faire parce qu'on n'y croit pas, on n'a pas envie de répondre à ce type de commande. Et une des notions qui nous paraît, nous, primordiale, c'est vraiment la notion des communs.
Et c'est ce qu'on essaie de mettre en place dans chacun de nos projets. Donc les communs, la troisième propriété. Donc il y a la propriété privée, il y a la propriété publique et il y a les communs, les biens communs. Donc un bien commun, par exemple, l'air est un bien commun. On ne peut pas vendre de l'air, enfin pas encore. En tout cas, celui qui vous vend de l'air, il vous vendra du vent. Et l'idée, c'est de faire en sorte, et donc les communs appellent une gestion, enfin du coup c'est une ressource qui peut être de l'air, de l'eau, mais ça peut être aussi un bâtiment, ça peut être aussi un aménagement. Les villages à l'époque, c'était des communs, ils étaient gérés collectivement, et donc du coup un commun, c'est une ressource qui est gérée collectivement par un groupe d'usagers. Et donc dans chacun de nos projets, on essaie de mettre en place ce dispositif, d'où la méthodologie que vous a présentée Véronique tout à l'heure. Cette méthodologie, elle a pour but en fait d'impliquer un maximum les usagers dans la mise en place du projet pour les impliquer en amont de la livraison et pour qu'ils se sentent investis directement dans la fabrication du projet pour que derrière, il y ait une gestion ou au moins une co-gestion par ces usagers. Donc du coup, voilà, donc on repose, dans le cas d'une commande, on repose la programmation, on rebat les cartes de la programmation avec les usagers qu'on remet autour de la table, on revalide la conception et on fait toujours un bout de chantier participatif. Ça peut être de la fabrication de mobilier, ça peut être la fabrication de briques en terre crue, ça peut être des chantiers participatifs, de plantation, etc., suivant les projets. Et ensuite, il y a la question de la passation, la transmission qui, là, est sur la gouvernance et comment est-ce que la gouvernance va s'être. Pour nous, c'est très important cette question des communs parce qu'on pense que c'est une des solutions à notre problème de gestion climatique et de gestion des risques qu'il y aura plus tard. Et pour impliquer les gens un maximum dans la gestion de leur cadre de vie, en fait, il faut les impliquer dès le début, quoi. Et donc, du coup, voilà. Donc, ça me paraît aussi important de souligner que pour nous, c'est un moyen d'essayer de lutter contre une standardisation, une homogénéisation des productions architecturales et paysagères, parce qu'on va essayer, en travaillant avec des usagers impliqués, d'apporter de la complexité dans des projets où, dans certaines communes, par exemple, il y a des défauts de gestion, incapacité à gérer des espaces publics très grands, très spacieux. Donc, on simplifie, on va vers quelque chose de très rationnel. Et on se dit que parfois, il y a cette possibilité d'apporter ce petit supplément d'âme et un peu plus de poésie et de richesse, de variété, de richesse en termes d'écosystème, mais aussi de richesse esthétique, en travaillant avec des usagers impliqués qui vont s'engager à accompagner la collectivité dans le montage de ce projet. Ce n'est pas sans poser de questions, parce que ça rebat aussi les cartes des jeux d'acteurs pour le long terme. Ça veut dire aussi que la collectivité accepte de partager aussi certaines parties de gestion avec des usagers, ce qui n'est pas forcément évident. Et ça implique aussi ça responsabilise les usagers sur le long terme, et donc aussi ça les oblige à devoir s'impliquer dans la vie de leur commune. Mais du coup, ça remet en démocratie, enfin, ça remet aussi les gens au cœur de la démocratie. Ok. On va vous présenter quelques projets. Allez. Donc, alors du coup là, on va vous présenter quelques projets. On va essayer, ouais, ça va aller. À différentes échelles. Donc là, on part plutôt échelle design, aménagement, mobilier, etc. En 2011, donc du coup, on était toujours une association et on avait besoin d'un outil pour faire des chantiers. Et on a voulu mettre en place un atelier de bricolage partagé qu'on a appelé la Fabrique d'architecture bricolée, qui a pris la forme d'un camion qu'on ouvrait sur l'espace public les week-ends, les mercredis, toutes les vacances. Il y avait plein de fréquences différentes. On l'ouvrait sur une place, dans un coin de rue, et on avait et du bois,
des outils manuels, donc scie, chignol, clou, marteau, boîte à onglets, etc. Et on avait développé toute une série de mobilier qui était faisable avec ces outils-là. En fait, on était dans la rue, on n'avait pas d'électricité, on n'avait pas trop de place. Donc, du coup, l'idée, c'était comment est-ce qu'on développe un mobilier, comment est-ce qu'on dessine quelque chose avec cette contrainte maximum là. Et donc, on s'est pas mal inspiré d'Enzo Mari, hein. Je vous invite à aller voir ce qu'il fait, qui est un célèbre designer italien, qui est mort il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, et qui avait lui aussi développé toute une série de mobiliers à partir de bois assez brut et fabricables avec des scies, des marteaux et des clous. Donc, on s'est quand même pas mal inspiré de ça. Donc, ce camion-là, on l'a trimballé pendant 2 ou 3 ans, 2011, jusqu'en 2014. Donc pendant 3 ans, on faisait ça assez fréquemment. On était financé, on avait trouvé des subventions pour faire ça. Les gens, ils venaient, ils repartaient avec une chaise gratuitement. Nous, on avait développé plein de chaises. Donc on avait fait, je sais pas, une vingtaine de prototypes de chaises pour voir comment est-ce qu'elles tenaient. Parce que c'est bien fabriquer un bâtiment structurellement, c'est assez simple, ça bouge pas trop. Mais une chaise, bah, en fait, une chaise, c'est plus difficile structurellement à faire qu'un bâtiment. Je vous invite à explorer la chaise. C'est assez intéressant, d'un point de vue structurel en tout cas. Et donc, du coup, voilà, on avait aussi imaginé plein de choses. Et puis, les gens, ils regardaient comment on faisait quelque chose, puis ils avaient besoin d'autres choses et ils s'inspiraient des, euh, des, euh, des, euh, des montages, des détails qu'on avait fait pour un truc et on leur faisait pour un autre objet. Et en 2014, en lien du coup avec la condition publique, on a décidé de pérenniser l'atelier. Donc du coup, on a garé le camion qu'on utilisait aussi par ailleurs pour faire des chantiers un peu partout, mais on le sortait moins dans la rue parce on s'est retrouvé quand même assez vite, enfin assez vite. On a eu beaucoup de gens, on était tout le temps à Roubaix, un peu sur nos escapades bricoleuses. On était tout le temps à Roubaix et beaucoup dans le quartier du Pile, donc on avait quand même créé un réseau de bricoleurs qui venaient fréquemment nous voir. Et il y a eu à un moment une volonté de se dire, bah tiens, on pourrait pérenniser un lieu, ce serait bien, comme ça on pourrait faire des plus gros objets, on pourrait les laisser, on n'est pas obligé de les faire en 1 heure, mais on pourrait les faire en plusieurs étapes, etc. Et donc en discutant avec la condition publique, eux, ils avaient la halle C, donc je ne sais pas si vous connaissez la condition publique, mais la halle qui est au bout de la rue couverte, qui s'appelle la halle C, qui était leur halle de débat, où ils entreposaient plein de matériaux, de vieilles expos, etc., que nous, on utilisait de temps en temps pour faire des scénographies, enfin pour les fabriquer avec nous. Et donc, on s'est dit, bah, on ne pourrait pas utiliser un bout de cette halle-là pour faire un atelier. Et du coup, on a mis en place ce projet-là, qui s'appelle toujours la Fabrique d'architecture bricolée, et qui, au fil des années, existe toujours, là, en 2024, donc 10 ans plus tard, l'atelier y est toujours. Donc nous, on y a été pendant encore tous les mercredis, tous les samedis, on y était, donc c'est ouvert à qui veut venir bricoler, c'est gratuit. Il y a les matériaux mis à disposition par la condition publique, qui, vu qu'elle a un lieu d'exposition, a plein de matériaux et qui ne sait pas quoi en faire. Et donc les gens viennent fabriquer des meubles pour chez eux. L'idée quand même de base de cet atelier-là, c'était aussi de l'ouvrir à des artisans, à des artistes, pour qu'il y ait un mélange en fait entre et les amateurs qui viennent fabriquer des trucs pour chez eux, mais qui n'ont pas trop de savoir-faire, et aussi les artisans qui sont là et qui fabriquent en même temps que monsieur tout le monde. Et donc du coup, il y a des passations de savoir-faire, etc. comme ça. Et il y a des chouettes moments. Voilà. Euh, et il y a aussi autre chose, je ne sais plus. Bref, voilà. Et donc nous, on l'utilise encore pour, bon, peut-être que tu peux. Ah oui, et en fait, une des idées aussi mais qui n'a pas abouti de cet atelier-là, c'était de fédérer les bricoleurs pour qu'ils fassent de l'aide à l'auto-réhabilitation. Enfin, pour que, en fait, donc la condition publique, c'est dans le quartier du Pile, qui est un des quartiers les plus pauvres de Roubaix, voire le plus pauvre, où il y a beaucoup de maisons des 1930 toutes petites,
avec des propriétaires pauvres. Donc les gens, ils n'ont pas trop les moyens de réhabiliter leur maison, etc. Et en fait, dans notre atelier, il y avait pas mal de gens qui venaient de ce quartier. Et donc l'idée, c'était d'arriver à constituer un club des bricoleurs, comme on l'avait appelé, pour que ils se mettent en capacité tous ensemble à fabriquer des choses. On avait fait des ateliers d'isolation avec de la paille, des ateliers de fabrication de briques, de torchis, etc. Donc on avait essayé on les a mis en capacité A. Et donc après, l'idée, c'était qu'ils se fédèrent pour qu'ils aillent tous ensemble réparer la maison ou réhabiliter la maison du voisin, et puis ensuite ils aillent, machin. Bon, on n'a pas réussi à aller jusque-là, en tout cas pas encore. Voilà, donc l'atelier, maintenant, il existe toujours. Il n'est plus géré par nous, on n'est plus financé là-dessus, mais du coup, on a réussi à faire la passation, et donc là, maintenant, c'est géré par la condition publique, qui l'ouvre toujours les mercredis et les samedis, et même vous pouvez y aller pour construire des choses. Maintenant, c'est une halle de 1000 m², où il y a de quoi faire du métal, du bois, enfin plein de choses. Et nous, on l'utilise aussi beaucoup pour fabriquer avec nos petites mains. Une de nos activités, c'est de faire de la scénographie. Et donc, mais à chaque fois qu'on fait de la scénographie, on la fabrique. Conception-réalisation. On fait la conception-réalisation. Donc là, ça, c'est un exemple d'une expo qu'on a fait à Dunkerque il y a 2 ans, où on est parti d'armoires normandes, là, toutes ces armoires normandes qui traînent de partout, qui sont trop hautes pour nos apparts qui font 2,50 m. Et du coup, on les a toutes détournées pour être le support d'une exposition qui tournait autour du réemploi. Et donc voilà, donc l'idée c'était de travailler sur le réemploi aussi des armoires normandes. Bref. Alors, sans transition, Jim, allez, on passe à l'échelle de l'architecture. On en est où? La chaufferie. Donc la chaufferie, donc c'est à LM. C'est notre lieu à nous. Je vais passer sur la photo d'avant. Donc c'est ce bâtiment carré là. Donc ça faisait partie de la ZAC de la filature, donc qui est à LM, donc à gauche de la mairie de LM, quand vous regardez la mairie. C'est un bâtiment qui date de 1898. C'est l'ancienne chaufferie de la filature qu'il y a derrière. Donc du coup, il y avait une énorme chaudière qui tournait et qui alimentait par une chaîne gigantesque les machines qu'il y avait derrière. Et donc, on y a fait nos bureaux et aussi un tiers-lieu. Donc le bâtiment est tout en briques et c'était une grande coquille vide, et dans lequel on a construit deux niveaux en bois, tout isolé en métis, en paille de lin, en chambre, en chaud-chambre, en terre-chambre. Enfin, on a expérimenté plein de mises en œuvre dans ce qu'on a essayé de faire. Enfin, donc toute la charpente, donc c'était un ERT, donc c'était un établissement recevant des travailleurs. Et donc, du coup, on avait besoin d'un bureau de contrôle, etc. Et donc, on n'a pas fait ça trop à l'arrache. On a demandé à Toerana de porter le projet de construction de la charpente, qui demandait une assurance décennale. Et donc, du coup, on a eu 2 charpentières, donc Jeanne et Julia, qui ont porté tout le projet de charpente, et on leur a mis dans les pattes, grâce à l'association Les Sapros, une vingtaine de bénévoles qui ont participé à la construction de toute la charpente intérieure. C'était une charpente intérieure, donc du coup, ça va, il y a des contraintes, enfin, il y a moins de contraintes qu'une charpente sur un bâtiment neuf. Mais du coup, c'était quand même un beau projet qui a duré 3 mois, juste le levage de la charpente. Et donc, du coup, là, il y a eu toute l'organisation d'un chantier entre des professionnels et des amateurs, auquel nous aussi on participait. Et du coup, donc il y avait pas mal d'étudiants ou de jeunes architectes qui ont participé à ce chantier-là, dont 3 qui sont ensuite partis chez les compagnons pour faire un CAP charpentier. Et aujourd'hui, ils sont charpentiers. Il y a Louis Dubois, Ouais.
Jean-François Kunz qui sort de là. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Aussi pour préciser, Jeanne et Julia qui donc, Ouais. chez Toerana, et portaient la partie construction de la charpente, sont architectes. Elles sont passées par l'école d'architecture de Lille. Elles ont Merci, ouais. ensuite suivi une formation pour devenir charpentières. Donc tout est possible. Voilà, on a fait aussi pas mal, on a fait tout un chantier en terre crue. Donc là, ça, c'est des adobes qu'on avait fabriqués pendant un atelier qu'on avait fait à la fabrique d'architecture bricolée et qu'on a mis en œuvre, là. Voilà. Aujourd'hui, on travaille sur un autre projet. Donc encore une fois, un projet de tiers-lieu. En architecture, on fait enfin peu. On a, on, on n'a pas beaucoup de projets vraiment d'architecture. On répond à un appel d'offres sur l'architecture parce qu'il y a peu de commandes qui correspondent à ce que nous, on a envie de faire en termes d'architecture. Mais là, en l'occurrence, il y a la mairie de Poitéron. Donc Poitéron, c'est dans les Ardennes, qui avait lancé un appel d'offres pour réhabiliter une ancienne halle de la SNCF pour en faire un tiers-lieu. Avec matériaux biosourcés, réemploi, enfin, ils avaient fait un appel d'offres très sérieux et super bien fait. Et notamment, il y avait aussi la volonté que ça devienne un commun. Il y a déjà un tiers-lieu provisoire qui avait été mis en place, qui existe encore, et qui, pour commencer à tester le tiers-lieu dans ce village-là, etc., donc avec une autre association. Enfin, voilà. Et donc, du coup, il y avait une vraie volonté de faire quelque chose qui nous paraît vraiment fondamental dans notre pratique. Et donc, on a répondu à l'appel d'offres qu'on a remporté. Et aujourd'hui, on est en train d'organiser le chantier. Donc, le chantier commence bientôt. Et donc, la halle, donc voilà, là, aujourd'hui, elle ressemble à ça. Donc c'est vraiment une halle en mâche-fer qui date, pareil, du fin du 19e siècle, hein. Non, quoique non, elle est un peu plus récente. Le post-Première Guerre mondiale, donc 1920, je crois. Donc avec les murs en mâche-fer, donc c'est une grande halle, voilà, qui a pas une grande qualité, mais qui est quand même, qui a un bel espace intérieur avec une belle charpente. Et donc là, l'idée, c'est donc du coup ah, j'ai pas mis de coupe. Mince. Euh, il y a plusieurs notions. Il y a déjà une notion bioclimatique. Le bâtiment est orienté dans le sens des vents et donc le pignon sud, donc qu'on voit ici avec les vents qui vont dans ce sens. Donc l'idée en termes de bioclimatique, c'est de faire une façade qui est hors de l'enveloppe thermique, en fenêtre de réemploi, qui devient une serre bioclimatique qui chauffe l'air et l'air est pompé par une cheminée qu'on ne voit pas parce que je ne vous ai pas mis. Ah si, on voit l'image. L'image précédente. Ouais. Ouais, voilà. Donc là, on voit la serre climatique, la serre bioclimatique et la cheminée d'extraction de ventilation naturelle tout au bout, qui est dans le sens des vents dominants. Et donc l'idée, c'est de chauffer de l'air dans la serre et de chauffer le bâtiment grâce à cette air-là et de sortir l'air vicié par la cheminée. Ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'on a fait une permanence architecturale pour faire la reprogrammation, la conception et enfin voilà, en amont de la conception. Tu peux peut-être expliquer ce que c'est la permanence? Permanence architecturale, on a passé pas mal de temps sur place, donc un peu ce qu'on disait au début au début de notre intervention, hein. Dans notre méthodologie, il y a toujours une première phase où on fait de la phase immersive. Et donc cette phase immersive, aujourd'hui, on l'appelle permanence architecturale. Mais nous, à l'époque, ça n'existait pas, le terme, on ne l'avait pas inventé. Mais du coup, l'idée, c'est de passer du temps sur place et de rebattre les cartes du projet, de rebattre les cartes de la programmation. Donc du coup, on a retravaillé la programmation avec les usagers, les futurs salariés du lieu. Et donc du coup, on a passé beaucoup de temps sur l'organisation spatiale intérieure, sur est-ce que ça va bien, est-ce qu'il vous faut un scellé, en les avertissant, non mais là maintenant,
vous allez, enfin, on a fait beaucoup de réunions où à la fin, on s'est dit, bon, maintenant, si on oublie quelque chose, vous ne direz pas que c'est à cause de l'architecte, parce que souvent, ça arrive comme ça. Ah, l'architecte, il a oublié, gna, gna, gna. Et donc là, on avait tellement mis tout sur la table que s'il y avait eu une erreur, un oubli dans la programmation, on serait co-responsable et pas juste, justement. Donc voilà, donc toute l'organisation, elle a été faite, notamment l'organisation intérieure. Et ensuite, bon, on essaie de on essaie de faire une isolation par l'extérieur en terre chanvre projetée. Donc ça, c'est quelque chose un peu qui se fait pas encore trop, donc on va expérimenter là. On travaille beaucoup avec le réemploi. Alors, il y a là, je vais être un peu long. Vas-y. Un- Une autre notion qu'on aime bien quand on fait des projets d'archi, c'est en fait, les, il y a beaucoup, quand un projet d'architecture, il y a beaucoup d'argent. Là, par exemple, le projet, il coûte 2 millions d'euros, hein, ce qui n'est pas énorme pour un projet de bâtiment. Mais bon, c'est quand même 2 millions d'euros. Et en fait, ces 2 millions d'euros, on peut choisir où est-ce qu'on va les dépenser en tant qu'architecte. Soit on achète des bâtiments, soit on préconise des matériaux industriels. Et donc, du coup, une partie de l'argent qu'on va mettre dans le projet, bah, ça va partir dans la main des industriels. Et puis, des gros groupes vont répondre pour poser du placo, de la laine de roche, etc., qui ne sont pas fabriqués sur place. Soit on utilise cet argent pour pour faire du développement local, pour développer les filières autour des matériaux de réemploi, biosourcés, etc. Et donc, c'est ce qu'on a essayé de faire là sur ce projet-là. On a trouvé une ressourcerie pas très loin du village où on est, qui, euh, qui, qui est hyper motivé pour développer le réemploi autour des matériaux de construction. Donc, du coup, on a fait un lot zéro. Donc, dans le projet, on a créé un lot spécifique réemploi où cette ressourcerie, elle va chercher les matériaux qui seront ensuite mis en place par les entreprises, par les autres entreprises, comme le carrelage, les faïences, les sanitaires, l'électricité, toutes les suspentes, etc. Et on a aussi trouvé une carrière qui fabrique du sable. Et pour fabriquer du sable, il lave le sable. Et donc, du coup, il se retrouve avec des bouts de lavage qui est de l'argile pure, en fait. Et donc, du coup, avec cette argile, pareil, on essaie de développer les savoir-faire locaux autour de cette ressource-là. Parce que là, cette carrière, elle produit 200 tonnes de boue par jour. Donc, du coup, il y a de la ressource gratos. Pour eux, c'est un déchet. Et donc, du coup, d'où l'idée de faire de la terre projetée en isolation extérieure, parce que du coup, c'est une technique qui peut être reproductible ensuite dans le territoire. Et du coup, on met en capacité une entreprise qui peut-être l'a pas fait ou sait pas trop le faire ou qui fait plutôt du béton de chanvre. Mais là, tiens, pourquoi pas, je ferai de la terre chanvre, sachant que c'est les mêmes outils. Et aussi, on met en place une fabrique de briques participative, donc là qui est aussi portée par la ressourcerie, pour développer cette fabrique de briques et qui composera les cloisons du projet. Et donc voilà. Oui, en terre crue, bien sûr. Des briques en terre crue. Voilà. Et puis du coup, voilà, il y a tout un travail très fin sur les matériaux et leur mise en œuvre. Bon, je vais. Voilà. On va faire un petit tour du côté de l'activité de l'association. Parmi les projets développés par l'association, il y a la PEPS en branche organisée. Donc c'est un projet qu'on a commencé à mûrir, enfin qui a pris du temps à mûrir, qui est inspiré de plusieurs années de travail sur différents sites, mais c'est vraiment depuis 2022 qu'il se concrétise. C'est l'idée de développer une ressource végétale, une pépinière, gérée par des bénévoles dans le quartier d'Hélène. Donc voilà, donc ce schéma représente un petit peu ces interactions entre l'idée d'avoir une ressource, voilà ce qu'on voit ici en jaune, une ressource végétale et plus particulièrement végétale nourricier qui pourrait se glisser en milieu urbain. Donc on est sur des sélections de plantes qui sont en partie issues du quartier. Il y a tout un travail de repérage et de cartographie du végétal comestible dans le quartier et
d'autres végétaux qu'on développe, une palette végétale qu'on construit au fil des rencontres avec les pépinières locales. On est aussi très proche de certaines pépinières belges à Bruxelles qui ont des ressources végétales très, très intéressantes. On a aussi beaucoup de liens avec des groupes de travail en Angleterre sur ces thématiques-là. Donc voilà, cette ressource végétale qu'on essaye de développer, de construire. Une communauté donc qui en partie les bénévoles de l'association, mais aussi quelques élus de la ville d'Élem, quelques personnes aussi qui sont sympathisants du projet et qui nous soutiennent dans cette recherche active. Et puis un système de gouvernance qui nous permet d'expérimenter des manières de travailler ensemble avec ce groupe de bénévoles. On a réussi en parallèle à trouver des ressources financières en fait en cherchant des subventions. Et donc, on essaye de réfléchir à la manière dont cet argent pourrait être redistribué entre certaines personnes de l'association qui s'impliquent en particulier, et notamment par le biais des systèmes contributifs. Donc voilà, donc on a toute une réflexion sur, voilà, on a une intention, un groupe mobilisé autour de cette ressource végétale, et comment on peut faire en sorte que l'activité de ce petit groupe et le développement de cette ressource puisse aussi créer un commun et soit géré collectivement. Voilà. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose? Ouais, bah, la question économique qui pourrait paraître un peu enfin pas qui pourrait on pourrait se dire, mais en fait, de quoi eux, les architectes, les paysagistes, ils s'occupent de ça. Mais en fait, c'est hyper important dans le cadre de notre grand projet de faire des communs, parce que en fait, dans la gouvernance, bah, il faut que c'est les usagers qui gèrent le lieu. Mais donc, du coup, comment est-ce qu'ils le gèrent? Est-ce que le temps qui passe, est-ce qu'ils doivent être bénévoles? Est-ce qu'ils doivent être payés? Bon, bah, bien sûr, ils doivent pas payer. Enfin, s'ils sont payés, mais alors du coup, c'est quoi l'économie du projet, etc. Et toutes ces questions-là, on essaie de les mettre en place, nous aussi, dans le projet, parce que c'est aussi important, en fait, que la forme, en tout cas pour nous, parce que, en fait, c'est ça qui va faire en sorte que le projet il va perdurer après. On n'est pas juste responsable, nous, on pense juste de la mise en place de la forme d'un bâtiment ou d'un aménagement, mais vraiment de toute la ligne jusqu'à l'économie aussi du projet. C'est une réflexion qu'on retrouve en fait dans beaucoup de projets qui sont au-delà de ce qu'on fait dans l'association, menés sur d'autres territoires, où on a expérimenté différentes formes d'implication. Il y a des personnes qui viennent travailler bénévolement sur les chantiers parce que soit ils y trouvent leur compte parce qu'ils cherchent du lien social, ils cherchent du contact, ils cherchent de la formation. Donc on peut dire qu'il y a une forme d'échange qui est OK. Et dans d'autres contextes, on a parfois des territoires où il y a des grosses fractures sociales, des grosses difficultés, où on doit réfléchir à aussi une manière d'accompagner un développement local par le biais de cette réflexion-là sur comment on réfléchit à une économie de projet qui est un peu plus partagée et un peu plus fluide. Les premières expériences de rémunération contributive, on les a eues aussi à Roubaix, dans le quartier du Pile, où il y a eu plusieurs expériences menées par une association hébergée par la condition publique sur cette thématique, avec des groupes de jeunes qui participaient à des actions précises dans le cadre de cette association, chantier ou cantine, enfin, il y avait plusieurs volets. Et donc, c'est vrai qu'on réfléchit beaucoup à ça. Certains territoires sur lesquels on a travaillé, comme à Los Angeles, ont des pratiques d'échange ou de réciprocité. Ils font la démarche de 50-50. Bon, voilà, donc en fait, c'est aussi une réflexion qui accompagne nos projets et qu'on essaye d'expérimenter, en particulier dans l'association. Un petit schéma donc qui présente un petit peu plus largement comment ce travail sur la ressource végétale à la PEPS s'inscrit dans une réflexion un peu plus large et notamment à l'échelle du quartier et comment ça irrigue différents projets d'ESSA Profit. Donc bien sûr, comme on est sur la même commune, les liens avec la chaufferie sont nombreux. Voilà, la chaufferie permet d'accueillir des ateliers de greffe et d'autres temps de formation autour de la ressource végétale. C'est aussi en lien avec un autre projet sur la commune d'Élem toujours,
qui s'appelle l'épine comestible, où on expérimente à l'échelle d'un quartier résidentiel, purement résidentiel, avec quelques logements collectifs et des logements individuels, la mise en place d'un investissement des espaces verts avec des essences comestibles. Et donc travailler ça avec les habitants, avec une école également qui vient d'être renouvelée. Donc voilà, il y a une dynamique autour de cette question-là. Je ne sais pas si tu vas... Bah oui, on l'appelle l'épine comestible. Là, l'idée, c'est de créer un quartier comestible. Et donc, du coup, comment on transforme tous les espaces verts en zones de production. Et encore une fois, on revient à cette question de l'économie et comment est-ce que, en fait, on peut. Donc, c'est un quartier vraiment assez paupérisé hein, dans LM. Et donc, il y a beaucoup de chômage, etc. Et donc, du coup, comment est-ce que ces aménagements, comment est-ce que ces outils de production, qui sont les arbres, les végétaux qu'on met en place, peuvent devenir des supports de microéconomie dans le quartier, notamment au travers des femmes et l'organisation de cantines, de plantation de plantes médicinales, etc. Voilà. Alors, un petit schéma toujours aussi naïf qui présente l'espace dans lequel on développe notre pépinière. Donc, on voit ici tout en gris un espace qui est dévolu aux seniors. Donc, on est voilà, dans un lieu qui a déjà des usagers et déjà une fonction. Et à l'arrière, on a cette grande bande que les bénévoles de l'asso appellent la frite, dans laquelle on a créé la pépinière avec ses différents espaces de travail et de production. Et donc, les interactions entre... Hop là, voilà, justement, voilà l'intérieur de la frite, avec tous les bébés plantes qui sont entre de très bonnes mains. Et donc, l'idée, c'est aussi à partir de cette base arrière, commencer à investir les espaces publics et notamment les espaces qui sont situés juste devant le lieu des seniors, en plantant et en créant un jardin vitrine. L'idée, c'est qu'aussi cette ressource végétale, elle soit de plus en plus visible et connue des habitants du quartier pour qu'ils puissent aussi venir utiliser ces végétaux et modifier un petit peu leurs espaces de vie de proximité. Voilà. Hop, donc les images de la PEPS. Et puis ici, une petite vue, encore une fois, des personnes qui travaillent dans la pépinière. Donc, en fait, ce qui réunit et ce qui motive les bénévoles de l'association, c'est aussi la création d'un bien commun. Et donc, on est sur il y a plusieurs volets. Le premier sujet, c'est vraiment de travailler sur les sols et redonner la vie et reprendre conscience du caractère précieux et fragile de nos sols, et donc de retravailler cette dimension-là. C'est un des enjeux du projet et qui file au travers de toutes les expériences qu'on mène, même des sols pauvres en milieu urbain qui ont été très maltraités peuvent reprendre vie quand on en prend soin. La deuxième dimension, c'est la mise en place d'une carte collaborative open source de toutes les ressources végétales comestibles sur le quartier. Et la troisième dimension, c'est ce dont on parlait tout à l'heure autour des recherches sur comment on développe une petite économie, un partage de ressources dans la communauté. Voilà. Très bien. Voilà. Alors, en lien avec paysage, cette thématique du paysage. autre dimension, donc là, projet de maîtrise d'œuvre. Peu de promoteurs nous appellent, mais de temps en temps, il y en a un qui ose nous appeler. Et dans toute notre vie de Ça Profite, on a fait 2 projets avec des promoteurs. Vous verrez que les promoteurs, c'est quand même, ça fait partie des grands clients hein, des architectes et des paysagistes. Nous, on a accepté 2 fois. Il y a une fois, c'était une erreur monumentale. Une deuxième fois, ça s'est mieux passé. On va vous parler de l'expérience qui s'est mieux passée. Et donc, le projet, il se passe à Paris, dans la ZOC Paul Meurice, donc dans le 19e, Porte des Lilas.
Et c'était pour faire donc nous, on était les paysagistes d'un projet de résidence de 64 logements. Et donc enfin voilà, c'est 64 logements dans du neuf à Paris au 19e. Donc on est aux alentours de 10 000 euros du mètre carré, enfin, l'appartement, en gros. Bref. Et donc nous, on s'occupe des aménagements extérieurs de la résidence qui sont très contraints parce que du coup à la parisienne, hein, donc du coup c'est très petit. Et ce que nous on propose tout de suite comme démarche, c'est qu'on fait le projet en 2 temps. On fait un premier temps de maîtrise d'œuvre classique où on fait notre travail de paysagiste. On dessine les allées, on gère les flux, on fait des plans de plantation et on écrit un CCTP, on fait un estimatif et on fait travailler des entreprises sur la réalisation de ce qu'on a dessiné, qui est du coup un minimum pour nous, qui du coup travaille sur le gros œuvre du paysage, donc tous les apports de terre, la création des fosses, voilà, tout le sol, donc les fondations du sol, la mise en place du sol, etc., le lien avec le VRD, enfin, tout ce qu'on ne peut pas faire avec des gens, quoi. Et donc, du coup, ce qu'on avait proposé aux promoteurs, c'est qu'on fasse cette première partie, qu'on livre le projet avec l'entreprise, qu'on finisse le chantier, et qu'ensuite, une fois que les habitants arrivent, on fait des chantiers participatifs avec les habitants pour faire l'appropriation de ces espaces-là, donc de ces espaces, voilà, de ces zones de plantation, zones aménagées. Et donc du coup, donc voilà, et donc ensuite, on a fait tout un projet de réappropriation avec les habitants, donc déjà de voir ce qui avait été planté, de nommer tous les arbres vivaces, etc., qui étaient des comestibles. Travailler sur la gestion de ce lieu, comment est-ce qu'on l'arrose, comment est-ce qu'on le taille, comment est-ce qu'on l'entretient, et aussi tout un chantier autour de la construction de mobilier en terre crue. Donc là, comme on voit là, les bancs là, qui sont des bancs qui sont des bancs en béton de terre coulé. Et donc là, il y a eu toute une approche plus artistique avec les habitants, donc de dessins, etc., qui ont ensuite été réalisés sur les bancs. Donc on a travaillé aussi beaucoup avec la céramique, on a fait des abris à animaux, etc. On a travaillé sur la signalétique. Voilà. Et donc en fait, vraiment, l'originalité de ce projet, c'est ces 2 phases qui, normalement, s'arrêtent à la première phase. Et, et puis, une fois que les habitants ils sont là, ils se débrouillent. De toute façon, il y a une entreprise d'espace vert qui va venir. Ils ont des bancs qui ont été sélectionnés par le paysagiste sur catalogue, etc. Nous, on a essayé de ne pas utiliser de catalogue. Tout ce qui devait être fait sur catalogue, on l'a fait avec les gens. Et tout ce qui était, tout le lourd, on l'a fait faire par l'entreprise, en gros. Et du coup, ça a assez bien fonctionné. On a même assez bien été payé pour une fois sur ce type de projet. Et donc, c'est vraiment une expérience assez intéressante qui est assez rare, en fait, en tant que maître d'œuvre, parce que normalement, on s'arrête, comme je le dis, à la première étape. Et c'est vrai que nous, avec notre ADN de constructeur, on va facilement vers ces choses-là et on sait faire. Donc, du coup, ce n'est pas des choses qui nous font peur. Et en fait, souvent, les maîtres d'œuvre, ils ont peur de mettre la main à la pâte, de dire ah, mais non, c'est pas faire, c'est les entreprises qui savent faire. Mais en fait, il y a plein de techniques et d'outils qu'on peut mettre en place, plus low-tech, qui ne sont pas obligés qui ont même, voilà, qui ne demandent pas des savoir-faire incroyables et qui peuvent faire des choses assez intéressantes, tant spatialement que aussi socialement. Et du coup, là, de par ce biais, bah, en fait, c'était que des nouveaux habitants qui ne se connaissaient pas. Et en fait, ça a été un moyen pour tous ces habitants, en tout cas ceux qui ont participé au chantier, de se rencontrer. Et du coup, ça a créé de la cohésion au sein de la résidence. Voilà. Donc, on avait envie de vous parler de la manière dont on met en récit les projets. Donc, on va le faire vite, vite. Et puis, comme ça, on aura le temps de discuter peut-être autour d'une bière, si ça vous dit, de manière plus informelle. Donc, cette question de la mise en récit,
Ben, on l'associe à plusieurs, réflexions, sur la manière dont on fait territoire aujourd'hui, notamment sur la question du biorégionalisme qui intègre dans sa conception du territoire les caractéristiques physiques, mais aussi les caractéristiques sensibles du territoire. Et c'est aussi un moment de travailler sur comment on va créer un imaginaire commun pour que le projet, la mise en projet soit vraiment effective, pour qu'on sorte des problèmes, la résolution de problèmes purement techniques, pour arriver vers une projection sur une autre manière de faire territoire ensemble. Donc, bah, voilà, peut-être ici une petite présentation d'un dispositif mobile, une manière qu'on utilise, bah, régulièrement pour aller vers les habitants, aller à la rencontre. Donc, voilà, occuper l'espace public. Là, c'est par le biais d'un triporteur. Et l'idée, c'est d'être à l'écoute des habitants pour recueillir leurs récits de territoire et en faire des cartes sensibles, des cartes subjectives, qui sont des outils qu'on affectionne particulièrement. Donc là, on en a plusieurs exemples. Je les fais défiler un peu rapidement. Donc ces cartes, ce sont des visions déformées du territoire qui mettent en valeur les choses que les gens nous ont signalées. Voilà, ce qui fait sens pour eux sur ce territoire. Et on y glisse des paroles d'habitants, comme on le voit ici, des anecdotes, des récits, des analyses aussi, et également des dessins. Sur celle-ci, c'est une carte qui a été réalisée à Béthune, avec plusieurs publics, des enfants, aussi des adultes, auxquels on a proposé de dessiner. Et c'est là que cet outil du dessin à la main, du dessin aussi lors du croquis, du schéma, permet aussi de lever un petit peu la barrière qui peut parfois rendre difficile pour un amateur prendre la plume et de se mettre à dessiner. Donc on essaye de décrisper un petit peu les gens sur la question du dessin. Et donc là, cette carte, c'est un assemblage de dessins faits par différentes mains et qui essaye de donner une vision à un moment M de cette rue de Béthune, la manière dont elle vit, dont elle fonctionne, qu'est-ce que les gens ressentent dans cette rue, qu'est-ce qui est important pour eux, comment ils se sentent proches ou loin de certains espaces, indépendamment de la morphologie du lieu. Et ici, une carte réalisée à Clermont-Ferrand. Alors pour ce dispositif-là, c'était passionnant, je crois que c'est une de mes expériences préférées. En fait, moi, je ne connaissais pas du tout Clermont-Ferrand. On a été appelé dans le cadre d'une candidature de la ville de Clermont-Ferrand pour être capitale européenne de la culture. Et donc, avec mes collègues, on est parti et on est arrivé pile à l'heure du rendez-vous. Donc, on est arrivé, on n'a pas visité la ville, on s'est installé. On avait des grandes cartes, on avait voilà, les cartes qu'on peut trouver en ligne, des cartes IGN, des cartes qui représentaient très bien le territoire. Et on a commencé tout de suite à demander aux gens de nous raconter leur territoire. Et donc, moi, j'ai découvert Clermont-Ferrand à travers les récits de toutes les personnes qui sont passées sur ce lieu. Il y avait plusieurs moyens de briser la glace et de rentrer dans l'échange. Soit c'était très spontané, les gens parlaient de façon naturelle, soit on avait une carte sur laquelle on jetait une petite pierre, un petit haricot. Et à l'endroit où ça tombait, on demandait aux gens s'ils connaissaient ce lieu et ce que ça leur évoquait. Et donc c'était une manière aussi de parler d'un petit peu tous les endroits, un peu au hasard, une forme de sérendipité, d'exploration vraiment complètement libérée. Et la troisième forme, on était plus autour d'un portrait chinois, donc aussi des questions un peu ciblées qui aussi permettaient d'ouvrir un peu l'imaginaire et de sortir des anecdotes improbables. Donc voilà, une première approche du territoire, non pas par l'arpentage, mais vraiment par le récit, parce que les gens avaient à raconter de ce lieu. Voilà. Et puis donc ici, une carte subjective qu'on a réalisée pour la métropole l'île Courtrai-Tournai, dans l'Eurométropole. On est sur une échelle transfrontalière. Et là, on a travaillé avec des groupes, voilà, aussi animation de table et de temps d'échange, avec des groupes divers, voilà, composés de représentants de tous ces territoires en même temps, pour essayer d'avoir une approche un petit peu polyglotte sur ce territoire-là. Ouais. Transfrontalière. Voilà.
Voilà pour ces cartes. Alors, on y travaille tout le temps, en fait, hein. C'est des Mmh. projets qu'on a de manière régulière et qu'on aime faire, qui parfois sont des projets en eux-mêmes, en elles-mêmes, sans lien avec, un aménagement futur. Mais dans certains cas, il y a des connexions. Heu, voilà. Et donc, ensuite, on avait envie d'évoquer, un projet qu'on a mené pendant 3 ans à Hénin-Beaumont sur également une mise en récit de territoire, hem et voilà, j'avais envie de rapprocher de cette notion d'urbanisme culturel. C'est une notion qui circule. Il y a une définition qui est super intéressante qui a été, rédigée par le POLO, le Pôle des arts urbains. Je vous la lis. L'urbanisme culturel regroupe un ensemble de pratiques qui contribuent à la transformation des territoires en vue de leur meilleure habitabilité. S'appuyant sur des interventions artistiques et culturelles situées, l'urbanisme culturel crée les conditions de la capacité à agir pour toutes les parties prenantes et influe sur les modes opératoires de la fabrication des territoires. Donc voilà, voilà, ça se revendique comme une pratique de l'urbanisme interdisciplinaire qui va croiser les pratiques artistiques et les pratiques d'aménagement du territoire. Et donc, on a eu la chance d'expérimenter pendant 3 ans les différentes manières d'aborder la cité d'Arcy, une cité minière à Hénin-Beaumont, et de travailler, comme vous le voyez, avec plein de partenaires, des partenaires artistes, photographes, vidéastes, théâtre vivant, fanfare. On a vraiment eu, et constructeurs, effectivement, on a eu la chance d'avoir aussi des interactions avec le collectif ETC qui a été partie prenante sur l'épisode 2 de ce projet. Et donc, voilà, très vite, pour ne pas, parce qu'il est tard, ça c'est, voilà, en fait, les premiers temps, c'était ces phases de rencontre et de diagnostic avec le territoire. Et très vite, on a identifié qu'il y avait vraiment un prisme, une question fondamentale dans cette cité. C'était la question du vivre ensemble et de faire collectif, parce qu'on était dans une cité qui avait un petit peu perdu ses centralités, ses lieux de rencontre, ses liens. C'est vrai que dans le territoire du bassin minier, en fait, ce qui regroupait, c'était le travail à la mine, et la fosse, c'était quand même un lieu de vie et d'interaction très, très important, qui structurait vraiment la vie de la communauté. Ces fosses, une fois disparues, laissent des vides. Les friches sont aussi des gros creux et qui créent des distances entre certains habitants physiques, parce qu'en fait, on a plus ces connexions entre les quartiers. Et donc, un des événements qui était très important dans cette cité d'Arcy qui avait disparu, c'était la fête du village, la Ducasse, la fête du quartier qui était très, très importante. Et pendant les 3 années, on a essayé de la faire revivre, cette fête de quartier, et de lui donner une coloration territoriale à chaque épisode, essayant d'explorer les potentialités, les opportunités de différents lieux de la cité. La première année, on était vraiment sur une exploration un peu diffuse, avec des micro-interventions sur différents spots qui nous paraissaient intéressants, des maisons de courée qui étaient abandonnées, une petite friche derrière un stade, le terri qui était un terri arasé, donc il y avait une morphologie un peu particulière. Voilà, donc on a fait cette première exploration, on a tâtonné dans différents lieux, différents petits aménagements. La deuxième année, on a investi le terri qui était central dans le quartier, et on y a installé un campement pendant une semaine. On a construit avec les habitants le décor de la Ducasse, qui a aussi servi de lieu de tournage pour un petit film qu'on va peut-être vous montrer après, très court. Et donc, la troisième année, on a centré la thématique sur la question de l'alimentation, parce qu'il y avait des habitants qui nous avaient vraiment interpellés sur ce sujet. Et donc, on a investi un petit square et également les jardins privés. On a fait vraiment un lien entre espace public et espace privé sur une production temporaire pour ce lieu. Ce qui était intéressant, c'est que tous ces événements voilà, c'est de l'urbanisme transitoire, on est sur des choses qui étaient éphémères, mais qui ont quand même permis de mettre en place un groupe de travail et de construire une réflexion sur le devenir de ce quartier, et notamment du terri, qu'on voit ici. Le terri, voilà, celui-là.
Parce que quand on est arrivé à la toute première réunion qu'on a eue dans cette commune, avec l'élu à l'urbanisme, on a voilà, fait un peu le tour du quartier, puis on a envisagé les espaces qui étaient intéressants d'interroger, d'interpeller. Nous, on a parlé du terri, bien sûr, puisque c'est un espace très important dans la cité. Il nous a dit, mais le terri, vous ne vous prenez pas trop la tête avec ce terri, en fait, on va complètement la raser, on va construire un lotissement. Bon, alors nous, on était un petit peu surprises parce que ça nous paraissait vraiment radical et hyper violent pour ce site et ce lieu de témoignage et de mémoire. Et donc, au fil des interventions, on a constitué un petit groupe de travail, s'est constitué avec des techniciens de la ville et des techniciens de différentes associations, de différents acteurs du territoire, notamment le CPI au Chêne des Terris, mais également d'autres acteurs au niveau de la communauté urbaine. Voilà, notamment l'intervention du Casse on the Moon a permis vraiment de donner un autre statut et de proposer un autre avenir pour ce terri, en vraiment montrant que ça pouvait devenir un lieu d'opportunité, de loisirs, de jeux, de rencontres, un lieu qui fédérait. Et donc ce petit groupe de travail a continué au fil du temps à développer une réflexion autour de l'aménagement de ce site qui finalement est toujours là. Voilà. Donc, Non, c'était juste avant que le FN passe. oui, donc voilà. Petite voilà, symbole. Ici, ce petit schéma représente un peu les différents objets catalyseurs qu'on a utilisés pour voilà, questionner les différents espaces publics de la cité, questionner leurs usages avec les habitants et voilà, en faire une synthèse et proposer des pistes de réflexion aux élus et aux décideurs sur le devenir du quartier. Voilà. Allez. Donc, on va finir par cette petite vidéo qui a été réalisée lors de la 2e année du projet. Ouais. Donc, un film réalisé par le collectif ETC lors de cette résidence, par des architectes et des paysagistes aussi. Avec les habitants du quartier et beaucoup. Avez-vous vu Jean de la Lune, là-haut dans le ciel? Pelotonné dans sa boule argentée, il vous fait signe amicalement. Il attend que vous lui rendiez une visite, que tout le monde ici a oublié, et que je vais vous conter. Jean de la Lune s'ennuyait. Il était seul. Nuit après nuit, il regardait de là-haut les gens qui dansaient sur la terre, au clair de lune. Et il pensait, « Ah, et si je pouvais, une fois, rien qu'une fois, m'amuser un peu avec eux. » Mais voici que par une belle nuit, une comète passa près de lui. Jean de la Lune ne manqua pas l'occasion. Il saisit la comète par sa traîne de feu et s'envola. Il arriva sur la terre, comme une bombe, terrifiant bêtes et gens. L'alerte fut donnée dans la ville voisine, et l'on vit accourir la police, les pompiers, les journalistes et un régiment de blindés. Un marchand de glace courageux, qui espérait faire de bonnes affaires, les précédait. Personne ne reconnut la douce et pâle créature qui gisait là, enfouie dans la terre, au fond d'un grand trou. L'émotion fut grande dans tout le pays. Très inquiets, les ministres questionnèrent les savants questionnèrent le ciel. Le général en chef, qui croyait à une attaque, donna l'ordre d'arrêter l'ennemi. Jean de la Lune fut jeté en prison. On lui mit un boulet au pied. On créa, pour le juger, un tribunal spécial. Et le soir, quand la lune venait l'éclairer, il repensait à elle et restait là tout triste. Mais une nuit, il se sentit soudain plus léger. Son côté gauche avait disparu. « Oh, pensa-t-il tout content, il me semble que je suis près de mon dernier quartier. » La lune devenait de plus en plus mince, Jean de la Lune aussi. Il devint même si mince qu'un soir, il réussit à se glisser entre les barreaux de son cachot. Quand le chef de la police voulut interroger son prisonnier, il trouva la cellule vide et terrorisa les gardiens par ses hurlements. Pendant ce temps, Jean de la Lune goûtait à la joie d'être libre. Dans le calme des nuits,
Il passa parmi les fleurs et les oiseaux des heures merveilleuses. À la pleine lune suivante, il était au plein de sa forme. Il s'aventura dans un bal masqué et fut rassuré d'entendre « Tiens, en voilà un qui s'est déguisé en lunien ». Jean de la Lune dansa très longtemps. Cette nuit-là, il était ravi. Un voisin grognon porta plainte à la police pour tapage nocturne. À la vue des uniformes, Jean de la Lune prit peur et s'enfuit dans la forêt, où les policiers le poursuivirent. Mais Jean de la Lune était plus rapide qu'eux et filait comme eux. Au fond du bois, dans un endroit tranquille, il découvrit un vieux château. Le château était habité par un vieux savant oublié, le professeur Éclat des Ombres. Il accueillit Jean de la Lune comme un ami. Depuis des siècles, le professeur travaillait à un vaisseau spatial qui devait aller dans la Lune. Maintenant, la fusée était prête et reposait dans la grande tour sur sa rampe de lancement. Mais le professeur était trop âgé et trop gros pour y prendre place. Il demanda à son visiteur d'être le premier passager. Jean de la Lune trouvait qu'il n'avait pas été, en somme, bien reçu par les hommes de la Terre. Il lui tardait de retrouver sa vie tranquille. Il accepta donc de rentrer chez lui au plus vite. Le professeur décida d'attendre que la Lune soit entrée dans son dernier quartier. Le lunien pourra alors se glisser dans la fusée, pensa-t-il. C'est ainsi que quelques nuits plus tard, Jean de la Lune quitta son bienfaiteur. Les yeux pleins de larmes, ils se souhaitèrent bonne chance. Et la fusée emporta le lunien dans l'espace à une vitesse vertigineuse. Le professeur Éclat des Ombres devint célèbre, fut reçu par le Conseil des ministres. On le décora pour avoir lancé en direction de la Lune la première fusée. Mais le professeur oublia de dire que la fusée était habitée par quelqu'un qu'on avait si longtemps recherché. Et Jean de la Lune, depuis ce temps, reste pour toujours tranquillement pelotonné dans sa boule d'argent, là-haut, tout là-haut, où il attend votre visite. Voilà, on va se quitter avec l'image de ce chien et d'un Beaumont. En tout cas, l'intention de départ, c'était de tester comment on pouvait utiliser le terri pour faire un espace de jeu, d'installer un toboggan éphémère, qui d'ailleurs est resté pendant à peu près 2 mois sur place. Il a été un peu détérioré, mais un habitant anonyme l'a réparé. Il est situé juste à côté du collège, donc en septembre, voilà, on commençait à avoir des discussions. Début octobre, il a été démonté. Mais aujourd'hui, voilà, il y a des aménagements de terri qui comportent de superbes toboggans, terri de l'Arena par exemple. Donc voilà, on se dit que c'est des petites idées qui ont pu peut-être faire germer d'autres petits projets d'aménagement. Et puis voilà, donc comme Damien l'a dit, sur ce territoire, on a cessé de travailler
au changement de politique après les élections. Mais on essaye de continuer à tisser des liens forts avec le bassin minier sur d'autres sites. Voilà. Merci.